Et on reparle de la crise politique au Venezuela avec l'invité du jour. Le Venezuela, 2 jours après le coup de force de l'opposition contre le pouvoir. Nicolas Maduro a reçu le soutien de l'armée. Le ministre de la Défense a dénoncé, lui, un coup d'État et il a assuré Nicolas Maduro de la loyauté des militaires. Juan Guaidó, président de l'Assemblée nationale, s'est proclamé président par intérim lors d'une très grande manifestation de l'opposition au président actuel, Nicolas Maduro. Bonjour Elisabeth Burgos, vous êtes anthropologue, écrivaine vénézuélienne, ancienne directrice de la Maison de l'Amérique latine à Paris. Alors vous vous êtes prononcée depuis longtemps contre le chavisme. Est-ce que je suppose que vous approuvez la déclaration de Juan Guaidó? Bien sûr, bien sûr. Et je m'insurge contre le terme d'autoproclamation, parce qu'il n'est pas autoproclamé. C'est la Constitution qui lui donne le droit de remplir le vide de pouvoir qui est survenu au moment où Maduro s'est autoproclamé président de la République, alors qu'il n'est pas issu d'une élection légale. Donc l'opposition avait boycotté cette élection. L'élection, non, c'est pas seulement, c'est le gouvernement qui a boycotté l'opposition pour qu'elle ne participe pas. Les avis sont... C'est-à-dire, les leaders ont été emprisonnés, d'autres en exil, et ceux qui étaient restés sur place ont été inhabilités sur de dossiers montés par le gouvernement pour qu'ils ne puissent pas briguer l'élection. C'est ça la question. C'est pas qu'elle a boycotté, c'est que l'opposition a été boycottée par le pouvoir. Bon, il dit qu'en tout cas, plusieurs médias disent qu'il s'est autoproclamé président. Est-ce que les partisans de Nicolas Maduro disent que cette déclaration de Juan Guaidó a été préparée avec l'administration américaine? Qu'en pensez-vous? Le groupe de Lima, qui a été constitué bien avant la décision des États-Unis, n'a pas reconnu l'élection de Maduro. Et le groupe de Lima était un accord de tous les gouvernements latino-américains démocratiques, sauf ceux qui sont dans le groupe qui adhère à la politique cubaine. Ils ont tous refusé la légalité de cette élection. Mais cette déclaration, est-ce qu'elle a été en partie préparée avec l'administration de Donald Trump ou pas? Pas du tout. Vous savez, il faut arrêter cette idée qu'il y a en France, que les latino-américains sont incapables de faire de la répression, d'être des démocrates, sans l'appel des États-Unis. Ça n'existe pas. L'histoire de l'Amérique latine n'a pas commencé quand les États-Unis sont devenus un empire. Non, parce qu'il y a une partie de l'opposition qui se réjouit au Venezuela du soutien américain. C'est pour ça que... Ah, mais s'il y a un soutien américain, vous savez, ça dure depuis 20 ans. La démocratie vénézuélienne a été complètement prise en otage depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir. Chavez a accepté, après un coup d'État très sanglant d'ailleurs, à se plier aux normes démocratiques. Donc, il a accepté les élections. Mais depuis que le vote électronique a été instauré au Venezuela, et que les télécommunications ont été nationalisées, les élections vénézuéliennes laissent beaucoup à désirer du point de vue de la technique démocratique. C'est-à-dire que ça a été utilisé comme une arme de guerre, en fait, contre une opposition qui s'est révoltée depuis le début. D'ailleurs, ce sont les femmes les premières qui ont fait une grande manifestation lorsque Chavez a voulu instaurer le système cubain dans l'éducation nationale. Il avait le soutien des classes les plus pauvres au départ. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Il avait... Oui, non, il l'a plus aujourd'hui. Un gouvernement d'union nationale, ne serait-ce que transitoire, est-il envisageable? Mais c'est ce que apparaît dans la nomination du cabinet qui a nommé Guaidó. Par exemple, il y a un ancien général chaviste, c'est lui qui a remis d'ailleurs Chavez au pouvoir au moment du coup d'État avorté par l'opposition et par d'autres forces militaires. C'est le général Baduel, qui a été ministre de la Défense de Chavez et qui est arrêté dans des conditions effroyables. Donc les opposants, ils seraient d'accord pour un gouvernement d'union nationale? Mais bien sûr. Alors il faudrait qu'ils le proposent. Mais c'est proposé. Je suis désolée si la presse ne parle que d'autoproclamation, alors que c'est complètement fou, puisque autoproclamation, c'est quelqu'un qui assume un poste sans avoir la légalité. Mais il n'a pas été élu, là, Juan Guaidó. Il faut quand même organiser des élections. D'ailleurs, il demande des élections présidentielles. Mais il n'a pas été élu, mais c'est la Constitution qui lui donne ses droits de devenir président par intérim, justement en attendant d'organiser des vraies élections.
Donc la Constitution donne le droit à un participant lors d'une manifestation à se désigner comme président. C'est pas un participant à une manifestation. D'abord, en organisant. Non, cette manifestation d'abord a été faite sous 2 propositions hautement symboliques pour les Vénézuéliens. C'est-à-dire sous la forme d'un cabildo, c'est-à-dire un rassemblement citoyen qui est la première réunion qui a eu lieu au Venezuela en 1810 et qui a été la proclamation de l'indépendance. Une réunion des citoyens qui a obligé à démissionner les représentants de la couronne espagnole. Ça s'appelle un cabildo. Et l'autre, c'était fêter le 61e anniversaire de la rupture de la démocratie, le renversement du dernier dictateur militaire. C'est-à-dire 2 actes absolument civils et symboliques. Donc, c'est pour ça que tout d'un coup, on a vu les millions de personnes dans l'ensemble du pays manifester. S'il y a un risque, donc en tout cas, l'opposition, on l'a entendu, propose un gouvernement d'union nationale en vue de la préparation de nouvelles élections présidentielles. Est-ce que d'après vous, il y a un risque de violence, voire de guerre civile au Venezuela actuellement ? Le risque de guerre civile, c'est si les forces d'occupation cubaines décident de se battre. Parce qu'il y a au moins 45 000 fonctionnaires cubains, militaires et des services de renseignement qui contrôlent l'armée. C'est pour ça que l'armée ne se manifeste pas. Elles sont sous l'emprise des services de renseignement, d'une part. Et d'autre part, la cohésion de Maduro qu'il a autour de lui des hauts gradés de l'armée est due à la corruption, de la drogue. Ils ont PDVSA, c'est-à-dire la compagnie pétrolière, plus l'arc qu'on appelle l'arc minier. Donc, l'armée, en tout cas la hiérarchie militaire, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire on ne peut pas donner... Pour l'instant, ils ne vont pas lâcher Nicolas Maduro. Non, mais ils sont complètement... Ils sont comme des Siamois, tous les deux. Maduro, qui est un civil, la seule chose qui le tient, c'est l'armée. Et l'armée a besoin de lui pour avoir la légalité, continuer à exercer leur pouvoir. La déclaration de Donald Trump, il y a quelque temps, toutes les options sont sur la table, y compris une intervention militaire. Est-ce qu'elle n'a pas mis de l'huile sur le feu ? Oh, mais toujours, les Américains, ils mettent de l'huile sur le feu parce qu'ils ne connaissent pas l'Amérique latine. Ils sont très maladroits. À chaque fois qu'ils parlent, ils ne font que donner des armes. Mais en tout cas, il a été quand même... Cette position radicale a été quand même très neutralisée par le travail de l'opposition vénézuélienne et aussi par les cubano-américains qui l'entourent. Ça ne va pas radicaliser le camp chaviste, la déclaration de Donald Trump ? Non, pas du tout. Au Venezuela, on n'a jamais eu de militaires américains. Ce n'est pas le même cas. Non, mais parce que comme il a évoqué, je vous dis, toutes les options étaient sur la table. Oui, mais vous savez, s'ils interviennent, les gens applaudiraient. Parce qu'il faut voir la situation du peuple vénézuélien. Alors vous seriez pour une intervention Je ne suis pas pour une intervention et je suis très critique des gouvernements latino-américains qui ont laissé faire jusqu'à présent. C'est la faute des gouvernements latino-américains. Maintenant, pourquoi ils réagissent ? Parce que les 4 millions de Vénézuéliens qui fuient la misère, il y a aussi les délinquants qui fuient. Parce qu'il faut parler de ça. La délinquance au Venezuela est extrêmement forte. Comme ils n'ont plus rien à voler dans le pays, comme ils ne peuvent plus kidnapper des gens parce que les machines électroniques ne marchent pas, donc ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent, ils vont le faire ailleurs. Et c'est un vrai danger pour tous les pays limitrophes. Ils sont en train de le vivre actuellement. Et c'est pour ça qu'ils réagissent. Alors, par ailleurs, il y a une grave crise économique sans précédent que connaît le Venezuela. Le gouvernement, lui, se dit victime d'une guerre menée par les États-Unis. Vous pensez que c'est un argument de propagande ou est-ce qu'il y a une réalité à cela ? Il n'y a pas de réalité, parce que les mesures qui ont été prises par les Américains, c'est contre les comptes bancaires de la bourgeoisie, c'est-à-dire de cette oligarchie qui entoure Maduro, qui ont... Curieusement, ils ne vont qu'aux États-Unis, ils placent leurs capitaux aux États-Unis. Pas en Europe, très peu. Il y en a aussi en Europe. Donc, c'est contre eux. Donc, il n'y a pas de sanctions économiques. Mais la sanction économique, ça aurait été de ne plus acheter le pétrole, parce que les seuls pays qui payent le pétrole vénézuélien, ce sont les États-Unis. Le reste du pétrole sont distribués pour avoir des adhésions politiques. C'est-à-dire que Chavez a utilisé l'économie du Venezuela pour un messianisme politique, avec Fidel Castro qui rêvait d'avoir tous les pays sous la même enseigne que Cuba. Et c'est ce qui a aussi rendu
inopérante la gauche latino-américaine. Si Lula est en prison, c'est parce qu'il a marché dans cette combine. C'est-à-dire la politique est devenue une marchandise. Ça s'achète. Enfin là, le soutien de Bolsonaro, c'est pas le soutien d'un grand démocrate à l'opposition. Hein. Je vous rappelle qu'il est nostalgique de la dictature. Oui, mais Bolsonaro a gagné les élections avec une majorité absolue. Oui, mais c'est pas un grand démocrate, Bolsonaro. Et pourquoi? C'est ça la question. Il dit lui-même qu'il est nostalgique de la dictature. Mais oui, mais c'est pour ça. Mais il faut se poser la question, pourquoi a-t-il gagné les élections? S'ils n'avaient pas soutenu un système... Oui, mais ça existe. C'est pas seulement... Il suffit pas de dire qu'il n'est pas un grand démocrate. Mais pourquoi? Merci beaucoup, Elisabeth Burgos, d'être venue. Je rappelle que vous êtes donc écrivaine vénézuélienne et anthropologue. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce Paris Direct. Merci à vous tous.